FM. Let's go hard! Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Parevtses Pariegak, c'est l'heure de La Parenthèse sur Hype FM, l'émission de la jeunesse arménienne sur les ondes du 99.5 FM. Depuis une trentaine d'années maintenant, vous écoutez cette émission. Alors que vous soyez là depuis le début ou que c'est la première fois que vous tombez dessus par hasard dans votre autoradio sur l'autoroute A4, soyez les bienvenus. Hype FM, c'est la radio de la communauté arménienne, donc on a des émissions d'information, de culture, de divertissement, de musique. Et La Parenthèse, c'est l'émission de la jeunesse arménienne, mais toutes les générations sont les bienvenues. On a eu des ados, des enfants, des adultes, des retraités, tout le monde est le bienvenu. On est écouté par toutes les générations. Donc aujourd'hui, samedi 25 octobre, j'ai avec moi Alexis, mon chroniqueur historique. Salut Alexis. Salut. Alors, il va nous parler d'un seigneur arménien un peu confidentiel. Moi, j'ai ramené mon t-shirt de Tigran II, le grand roi d'Arménie. Toi, tu vas nous faire découvrir un roi un peu plus confidentiel qui est... Alors, on ne parle pas de roi vraiment, mais justement, on va y revenir. Il s'agit de Constantin Ier de Cilicie, donc qui est un souverain arménien, un des souverains du royaume arménien de Cilicie. On va en savoir plus tout à l'heure. On va remonter le temps, c'était il y a 1000 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, et tu as choisi de nous le présenter parce que ton fils s'appelle aussi Constantin, donc petit clin d'œil à la future génération Sefer. On a aussi en studio aujourd'hui Lilith et Agop Talatignan, bienvenue à tous les deux, ça fait longtemps qu'on vous veut recevoir, Pariegak. Merci. Et qui sont Lilith et Agop? Ce ne sont autres que les fondateurs du site Arménopole, l'agenda des événements et activités arméniennes en ligne, que nous, personnellement, à La Parenthèse, on consulte toutes les semaines pour vous proposer les événements de la communauté en Ile-de-France. Donc, on reviendra sur votre parcours d'auto-entrepreneur, on reviendra sur le site, sur l'intégration maintenant de l'intelligence artificielle dans ce projet. Bravo pour votre travail, pour le site, l'application, les réseaux sociaux qui permettent de créer du lien entre tous les Arméniens. Merci Jérôme. Merci Jérôme pour l'invitation. Je vous en prie avec plaisir et je rappelle que vous nous écoutez aussi sur le Facebook Live, La Parenthèse sur Hype FM, comme ça vous pouvez voir le studio, les micros, nos têtes, nos casques, nos micros. On vous fait des batchiks si vous êtes sur le Facebook Live. On est aussi sur YouTube, c'est la chaîne La Parenthèse sur Hype FM. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine, donc c'est tous les samedis à midi. Et enfin, le podcast sur Spotify, donc La Parenthèse sur Hype FM. Vous vous lancez des podcasts. Sévac, notre chroniqueur, il s'écoute ça toutes les semaines pour aller au travail. Et c'est très cher à Henri Papazian, le DAB+, qui prend de plus en plus de place, qui se répand de plus en plus, DAB+. Ou bien sûr, le fameux... la chaîne radio 99.5 FM. Voilà un petit peu tous les médias où vous pouvez nous retrouver, en plus de notre Instagram, LPSA, La Parenthèse, sur Hype FM. J'ai une petite annonce à passer concernant la chorale Sipan Komitas, qui recherche des nouveaux choristes, hommes, femmes, tout niveau. Donc si vous n'avez même jamais chanté, vous pouvez postuler. Ils ont des répétitions tous les mardis. Je vais regarder mon anti-sèche pour voir exactement c'était quand. Et ils ont un concert le 22 novembre. Ils font à chaque fois des très beaux concerts dans des endroits vraiment sublimes. Donc ils font des répétitions tous les mardis de 20h à 22h. C'est à la MCA de Paris, donc 17 rue Bleue, maintenant que beaucoup de gens connaissent dans le 9e métro Cadet. Et leur concert, ce sera donc le 22 novembre. Je fais un gros batchik à Araxi, qui est une de nos fidèles auditrices qui nous écoute chaque semaine, qui nous fait un petit feedback à chaque fois pour nous dire ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a moins aimé. Et ça nous aide beaucoup à améliorer les contenus, la forme et le fond. Merci beaucoup donc à Araxi et grand bonjour à tous les choristes de la chorale Sipan Komitas. J'espère qu'ils auront de nouvelles recrues pour leur prochain concert. Est-ce que vous connaissez la tradition dans La Parenthèse en début d'émission? On va dire l'instant high. L'instant high. On voit qu'ils nous écoutent quand même régulièrement. L'instant high, donc le proverbe en arménien. Et cette semaine, j'en ai trouvé un qui dit Lav Marte Choskivra Guka. Lav Marte Choskivra Guka. D'ailleurs, Lilith, je sens que tu veux nous proposer une traduction.
Ça va être une traduction littérale. La bonne personne vient sur la parole. La bonne personne vient sur la parole, la bonne personne vient au bon moment quand on Arriver à un parle point d'elle. nommé. À point nommé, j'aime, yes. Bravo. Euh, quand on parle du loup, il pointe le bout de son nez. Voilà. Ouais. Donc peut-être que Araxi va débarquer dans le studio, on ne sait pas. Mais ça tombe bien parce que l'histoire est remplie de personnes qui arrivent à point nommé. Je sens que tu as un exemple en tête. Ah oui, tout à fait. Eh bien, on le garde pour la deuxième partie d'émission et on va commencer tout de suite donc l'interview avec nos deux invités Lilith et Agop pour Arménopole. Donc Arménopole, c'est un site internet à la base qui référence des événements arméniens, des événements culturels, littéraires, scientifiques, sportifs, musicaux arméniens. Au début, c'était à Paris, après ça s'est étendu petit à petit en France, maintenant c'est dans plein de pays. Donc c'est un site vraiment très bien fait pour choisir des événements où se rendre en fonction de ses centres d'intérêt. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'autre sur qu'est-ce que c'est Arménopole? Je crois que tu as très bien résumé, Jérôme. Merci beaucoup. Donc, l'idée, c'est que où vous soyez dans le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Liban, en Arménie, et vous souhaitez savoir quels sont les concerts, les expositions, les événements arméniens vous souhaitez joindre. Donc, il y a une seule adresse à taper sur votre téléphone, armenopole.com. Et là, vous avez directement l'ensemble des pays et les régions. Et vous choisissez l'activité que vous souhaitez joindre et vous avez tous les détails là-dessus. Vous êtes dans combien de pays maintenant? Alors, le nombre de pays, ça varie dépendamment de là où il y a les événements. Okay, donc c'est un peu partout. Donc il y a certaines régions en Europe c'est bien répandu, comme aux États-Unis, Canada, Argentine, Australie, et au Moyen-Orient c'est bien répandu. Donc là, quand vous ouvrez le site, il y a plus que 250 événements qui sont listés, qui sont à venir, par exemple. Et il y a certainement plus que quinzaine de pays dans lesquels il y a des événements listés sur Arménopole. Le site s'est lancé officiellement, vous avez dit tout à l'heure, en 2018. Donc ça fait maintenant... je ne suis pas très bon en maths, ça fait combien d'années? 7 ans, 8 ans 8 ans. Ça fait 8 ans. Ouais. C'est quoi l'histoire d'Arménopole? Est-ce que tu disais, mais je ne sais pas quoi, il y a quoi comme événement? C'est venu d'un besoin personnel? Comment l'idée est née de faire un agenda en ligne? Exactement. Donc, l'idée est venue quand j'étais en voyage pour le travail. Donc, je voyage assez souvent et dans différents pays où je passe un petit moment en fait. Et c'était en 2017 où j'étais à New York pour une conférence donnée. J'avais un beau moment, 2 week-ends à passer. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour essayer de me mettre en contact avec la jeunesse arménienne à New York, avec la communauté arménienne. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de voir les deux églises. Je me suis bien préparé en avance pour m'inscrire sur les newsletters, les pages Facebook des différents organisations arméniennes. Mais au final, pendant les 10 jours où j'ai passé à New York, j'ai quasiment rien pu faire à part visiter les deux églises, qui étaient sympas d'ailleurs, mais j'ai pas pu faire plus. Je me rappelle, c'était le dernier jour. J'étais en train de me promener dans les villes de New York. J'ai passé par un parc, Washington Square Park. Il y avait un piano à queue au plein milieu du parc, où il y avait un pianiste qui était en train de jouer. C'était intéressant. Moi, étant violoniste, ça m'a directement attiré l'attention. J'ai resté un petit moment et puis je suis parti, j'ai pris mes affaires de l'hôtel et j'arrive à l'aéroport. J'ai fait mon dernier scroll avant de atteindre mon téléphone et prendre l'avion. Et là, qu'est-ce que je vois? Dans le même parc, il y a un artiste arménien qui est en train de jouer sur ce même piano. Autour, il y a la jeunesse. Ça s'est arrivé probablement quelques minutes, quelques heures avant mon départ ou après, mais je n'ai aucune idée. Mais j'ai vu cette photo-là et là, pendant... C'était sur quel réseau cette photo de sur piano? Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook. Je l'ai vu sur Facebook. Et les 7 heures de vol de retour, c'était des 7 heures de réflexion. Je me suis dit, moi qui s'est préparé, qui a vraiment voulu être en compte, côtoyer un peu la jeunesse arménienne, là j'avais une occasion, j'étais sur place, mais j'étais juste pas au courant. Il te manquait l'outil. Exactement. Et c'est là où on a commencé à cogiter, réfléchir. C'était en août 2017. Pendant 6 mois, j'ai commencé à travailler un peu. Donc dès le départ, mon ambition, c'était de faire un site global
Pas uniquement en France, mais c'est vrai que les événements sont répandus. Le site est plutôt connu en France et petit à petit, ça s'est fait connaître aux États-Unis, au Canada, en Australie et d'autres pays. Mais l'idée dès le départ, c'était de faire quelque chose qui est global, qui regroupe l'ensemble des activités arméniennes dans le monde. Je l'ai fait en 3 langues, arménien, français et anglais. Et le site s'est lancé, puis on a rajouté l'hebdomadaire, puis on a rajouté les réseaux sociaux, puis on a rajouté les sites des partenaires. Et finalement, comme tu as vu tout à l'heure, on a rajouté l'interface ChatGPT. Donc maintenant, si on résume bien, Arménopole, c'est un site internet, arménopole.com. Vous avez des comptes sur plein de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Twitter. Exact. La newsletter à laquelle on peut s'inscrire, comme ça, chaque semaine, on reçoit un best-of des événements autour de chez soi. Exactement. Je suis abonné d'ailleurs, c'est très bien. C'est par pays l'hebdomadaire, en fait. Vous avez un hebdomadaire par pays, en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Vous avez un hebdomadaire dédié qui est généré automatiquement par la plateforme et distribué automatiquement. C'est aussi une application Arménopole. Exact. Lilith. Oui, je voulais juste ajouter qu'on a 2 types d'utilisateurs. En fait, ça s'adresse à 2 types de publics. D'abord, ceux qui cherchent à participer à des événements arméniens et ceux qui organisent ces événements. Donc, dont aussi une plateforme à des organisations arméniennes, à des artistes arméniens pour qu'ils puissent publier leurs propres événements et ainsi, ça leur donne plus de visibilité, pas uniquement dans le pays où ils font ça, mais dans le monde entier. Donc, pour moi, c'est un point aussi important qu'on s'adresse à 2 types d'utilisateurs. Très bonne remarque. Si j'organise un dîner arménien, je ne sais pas moi, le 19 décembre, je peux poster gratuitement sur votre site mon événement avec ma photo, mon détail, etc. Exactement. Photo, une belle photo, une belle image, description, l'endroit, l'heure, vous précisez tout ça est dans le formulaire. Il suffit juste de s'inscrire gratuitement et vous avez accès à tout ça. Derrière, on a un système de validation quand même pour que ce ne soit pas n'importe quoi qui est posté sur le site. On valide et à chaque fois, quand il y a une petite modification, on le valide derrière aussi. Et après, c'est sur le site et c'est sur les réseaux. Et voilà, ça amplifie votre visibilité auprès de toute la communauté. Vraiment, on a fait tout un travail d'automatisation pour compléter la chaîne de valeur. Dans le sens où, une fois que vous avez posté votre événement sur le site, donc nous avons validé. Après la validation, tout est automatique. Dans le sens où l'annonce va être publiée sur le site, sur notre application mobile, sur les réseaux de nos partenaires comme Nor Harach, Belgahai, Yeram, Armen Guide et d'autres qui vont venir bientôt. Et il va être également publié, donc accessible à travers l'interface ChatGPT que tu viens de découvrir. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot là-dessus. Ouais. En fait, si vous allez sur l'application ChatGPT, il y a maintenant un espèce de add-on où vous pouvez faire ChatGPT/Arménopole. Et là, vous pouvez dire, trouve-moi les événements arméniens sur le thème sportif, cuisine, littéraire à Alfortville dans les 3 prochains mois. Et ChatGPT, avec son cerveau, il fait une réponse avec le template ChatGPT. Mais en s'inspirant de Arménopole. Il va chercher sur Arménopole. Il y a un lien direct, en fait. On a exposé ce qu'on appelle notre API, l'interface technique, si tu veux, à ChatGPT. ChatGPT va directement se connecter au site Arménopole, analyser le contenu et vous rendre le résultat. Donc voilà. Derrière, il y a également l'hebdomadaire qui est généré, comme je t'ai dit tout à l'heure, automatiquement par pays. Et les réseaux sociaux sur les 5 réseaux sociaux que tu as listés. Donc, toute la chaîne de valeur est complètement automatisée, ce qui amplifie la communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est un point très important pour nos associations, pour nos artistes. La communication, c'est très compliqué d'atteindre au public arménien. Nous avons en France, juste autour d'Issy-les-Moulineaux, par exemple, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Sèvres, etc., il y a plus que 22 000 Arméniens. En France, on dit 500 000. Je pense qu'on est arrivé à 800 000, voire même 1 million d'Arméniens. Mais arriver à atteindre à ces Arméniens-là, c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'aujourd'hui, la force, voire même parfois la pollution marketing est juste énorme. Ouais. Il y avait une étude sur Marketo que j'ai consultée qui dit qu'un être humain est exposé en moyenne, tenez bien, 2900 messages marketing par jour.
Ça comprend quoi les 2900? C'est des affiches dans le métro, Facebook, c'est des bannières, c'est exactement. les abribus, c'est des logos de t-shirts d'un collègue. Ça, c'est tout. C'est un peu de tout. Les affiches dans le métro, sur la rue, les réseaux sociaux qui sont maintenant pollués par les publicités. Ça fait plusieurs par minute, quoi. Exactement. 2900 messages. Et retrouver parmi ces 2900 messages le concert d'Aram Khachadourian, Ouais. il faut vraiment être archiviste pour pouvoir le Ouais. faire. Il fut une époque, le problème c'était l'accès à l'information. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'information. Le Bravo. site a une certaine notoriété maintenant depuis 2018, de plus en plus. Vous avez combien de visiteurs par jour ou par semaine ou par mois, an? Je ne sais pas qu'est-ce qui est pertinent de partager. Alors, la plateforme peut être utilisée de plusieurs manières, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par jour, uniquement, si je prends uniquement le site, Oui. nous avons à peu près 110 000 utilisateurs uniques par an. Par an, Par 110 000 par an. C'est entre 250 et 1000 utilisateurs par jour. Ok, 250 et 1000 utilisateurs par jour, uniquement le site. Alors, l'hebdomadaire, nous avons à peu près 23 000 abonnés à l'hebdomadaire. Donc, dans l'ensemble des hebdomadaires de l'ensemble des pays. Ça veut dire que vous avez 23 000 adresses e-mail de personnes Exactement. qui reçoivent chaque semaine le condensé des événements autour de chez eux. Exactement. La grande population, c'est plutôt en France. On a à peu près 7500 abonnés en France. Et puis, vous avez 2000 aux États-Unis, 2400 au Canada, aux Arménies, etc. L'appli mobile, vous avez 1500 utilisateurs qui utilisent l'application native mobile. 1500 utilisateurs de l'application mobile. mobile. L'application native mobile. Pour l'instant, c'est sur Apple. Apple uniquement. Ouais. Apple uniquement. Nos partenaires ont des applications mobiles, par exemple IRAM, etc., qui ont des applications mobiles qui exposent nos événements aussi. Mais l'appli mobile natif, c'est sur Apple. En revanche, le site web est accessible de partout. Donc, que ce soit Android, Apple, MacBook. Dès que vous avez un browser ou un navigateur, vous ouvrez et vous pouvez accéder aux événements d'Arménopole. Donc, la plateforme peut être utilisée, consommée par plusieurs manières et chaque média, chaque technique d'utilisation ramène son audience, bien évidemment. Tout à l'heure, tu disais la radio hype, DAB, l'antenne, l'Internet, etc. C'est pareil pour Arménopole. Et j'ai une question plus au niveau entrepreneurial, puisque c'est une aventure finalement entrepreneuriale, ce que vous faites. C'est gratuit de poster mes événements, mais du coup, d'où viennent vos financements? C'est quoi le business model pour des gens qui penseraient lancer un site internet, etc. Alors, au début, on n'a pas du tout pensé, et l'intention, ce n'était pas et ce n'est toujours pas de gagner de l'argent. D'accord. Okay. L'idée, c'était de créer de la valeur pour la communauté. Ouais. C'est de pouvoir communiquer. Il y avait un pain point, il y avait un point qui m'avait marqué après cette visite. Il y avait un manque. Il y avait un manque et on a essayé de à couvrir prendre. cette manque. Donc, d'abord, c'est ça. Donc, on a essayé de créer de la valeur. Je crois qu'on a réussi à créer cette valeur-là, cette utilité-là. D'ailleurs, tu es en train d'utiliser le site et je te remercie d'avoir de donner cette citation. Maintenant, pour certaines audiences, par exemple, pour certains organisateurs d'événements, des concerts, qui ont besoin de donner un certain plus d'amplitude à leur événement, de pouvoir communiquer davantage leur événement, on a essayé de donner certains moyens de boosting, de sponsoring. Là, on a introduit vraiment il y a quelques mois où ils peuvent publier ou booster un peu leur événement pour avoir plus de visibilité sur l'hebdomadaire, plus de visibilité sur ChatGPT, plus de visibilité sur le site. D'ailleurs, vous avez une bannière qui est en train de tourner, plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, amplifier d'habitude et davantage et surtout de communiquer en avance. Parce que quand tu organises un concert, tu as besoin par exemple, le concert de Tata Simonien qu'on est en train de voir, vous avez besoin de découler vos billets. Ouais. Et vous avez besoin de communiquer bien en avance. Il y a une billetterie en ligne pour acheter mon billet? Alors, nous donnons la possibilité de connecter votre billetterie à notre site. Okay. En revanche, ce service-là, on n'a pas vraiment mis en place pour l'instant. L'idée, c'est juste de vous donner les moyens de vous connecter à la billetterie, d'amplifier la visite, le trafic vers votre billetterie. Toi, Lilith, tu t'occupes plutôt de la partie partenariat pour développer, pour rendre encore plus notoire le site Arménopole. C'est quoi les derniers partenariats et les prochains à venir? Peut-être avec IPFM? Oui, on a commencé la discussion, ça va porter ses fruits.
Mon rôle, en fait, ça a évolué avec l'évolution d'Arménopole parce que justement, il parlait de son voyage de New York. Je me rappelle, il est revenu, il a dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ouais. Allez, sors-moi quelque chose, des idées, comment ça peut être, des couleurs, Ouais. quelles couleurs. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais trop dans le vert, donc le vert, ça s'est sorti de ma tête. Donc, on a réfléchi ensemble, on l'a mise en ligne. Et puis, au départ, avant de l'automatiser, toutes ces tâches-là, moi, j'étais à ses côtés pour faire tout ça parce que je ne suis pas informaticien de base. Donc, tout ce que j'arrivais à faire, des choses où j'étais compétente, je le faisais. Mais là, ChatGPT m'a remplacée et le AI m'a remplacée. Donc là, je me concentre plus sur ce qui est préparer les interviews, préparer les différentes interventions, aller choisir les partenariats, les propositions de partenariats qui nous arrivent, et il y en a pas mal. Donc voilà, concernant la dernière proposition de partenariat qui me vient, c'est la fondation Primavera en Arménie. C'est une jeune femme russe qui l'a créée et qui contribue pleinement à la reconnaissance des musiciens, des jeunes musiciens d'Arménie, et pas uniquement de Yerevan, mais aussi des villages un peu lointains, des villes un peu oubliées, des écoles de musique soviétiques qui n'ont pas été entretenues. Donc, elle va chercher des musiciens dans ces écoles-là, dans ces villes-là, et les faire briller. Donc, notre partenariat concernait un programme spécial avec le studio d'enregistrement Prima Classic Label d'Edgardo Vartanesian. Et il s'agissait d'organiser un concours de meilleurs artistes classiques qui allaient ensuite être enregistrés par Edgardo et diffusés par nous. Donc, c'était un partenariat tripatrial et c'était pas mal. C'était pas mal. On l'a vu, Elena, cet été en Arménie. Elle était très contente. L'événement s'est très bien passé. Donc, on réfléchit déjà à la réédition de cet événement. Donc, il y aura la suite. Primavera en Arménie, donc on voit bien le côté, la dimension internationale, intercontinentale de Arménopole. Exactement. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur l'aventure entrepreneuriale en couple, puisque vous êtes en couple. Comment c'est de se mettre sur un projet à deux comme ça? Quels sont les points forts, peut-être les difficultés rencontrées? Tu prends la question, je prends la question. Comment je te complète Ok. après. Alors, nous sommes nés au Liban, Lilith en Arménie, on a fait nos études là-bas, puis on est arrivé en France. Donc, Oui. et on a également eu notre éducation, à part l'éducation historienne ou géopolitique et moi en informatique, nous avons également une éducation musicale. Donc, Lilith est pianiste, moi je suis violoniste. Donc, j'ai reçu au début les cours de violon à Maskaïn, au Liban, puis au Conservatoire national. Nous étions également actifs, que ce soit en Arménie, au Liban et en France, dans la vie associative. Donc, Toi, tu étais chez l'association Naregati. nous avons fondé également ensemble, parmi les 6 membres fondateurs de Naregati, nous étions l'équipe qui a fondé Naregati, les groupes de jeunes de l'association Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que tu viens dans le studio d'IPFM, puisque tu étais co-organisateur de la veillée du 24 avril il y a quelques années de ça. Tu revenais Exact. au nom de Naregati. Aujourd'hui, tu viens au nom de Arménopole. Ouais. Peut-être que dans 3 ans, tu reviendras avec un nouveau projet. Tu es le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup. Donc, vous avez beaucoup de points communs finalement. Naissance à l'étranger, études, musique. Je te laisse poursuivre. Ça. Et surtout des valeurs partagées, parce Oui. qu'à part ce côté musicien, on a des enfants et comme beaucoup d'autres jeunes arméniennes en France, on se pose la question comment élever nos enfants dans Oui. cette arménité, comment leur transmettre Ouais. cette arménité. Et je me rappelle l'étude de la diaspora de la Fondation Kalous Gulbenkian qui parlait de l'importance des outils informatiques pour mettre en contact cette jeune génération. C'est un outil qui parle, c'est un outil qui est facile d'utiliser. Donc, c'était aussi, derrière, il y avait aussi cette idée de donner l'accès avec des moyens qu'ils vont comprendre à cette culture arménienne. Donc, il y avait ce côté de valeurs partagées aussi.
Ça a l'air de plutôt bien se passer, a priori. Oui, mais pour anecdote, Ouais. avant, quand il n'avait pas automatisé encore la création de newsletters, parce qu'il générait chaque fois, chaque semaine, donc jeudi soir, vendredi soir, je te dis que les soirées cinéma, les sorties, c'était interdit. À chaque fois, il me disait, mais non, il y a tant d'Arméniens qui attendent voir qu'est-ce qu'ils vont faire le week-end, c'est pas possible, il faut que je le génère à temps. Donc à un moment donné, avant qu'on automatise la tâche, c'était OK, on passe la soirée à la maison pour générer le newsletter pour nos inscrits. L'IA a remplacé cette partie-là et là c'est plutôt positif, on va Voilà, dire. c'est Quand on ça. s'était vu la dernière fois, tu m'avais dit que je peux montrer une affiche d'un événement à Arménopole, il scanne l'affiche, les contenus, il voit où est l'horaire, le prix, le jour, la tête d'affiche et paf, il le met au format Arménopole. Bravo, oui, tout à fait. Donc l'intelligence artificielle est intégrée un peu partout dans la plateforme. Surtout pour les personnes ou les organisations qui publient les événements. Il y a à peu près 2000 utilisateurs qui publient les événements, artistes et associations, tout confondu. Donc aujourd'hui, ces utilisateurs-là ont la possibilité soit de faire à l'ancienne, remplir un formulaire, Ouais. téléverser une image, ça c'est toujours possible, ou il y a un petit bouton qui s'appelle Upload pour source, téléverser votre affiche, et en téléchargeant ou téléversant votre affiche, Arménopole, la plateforme, va prendre cette affiche-là. Il va déjà retailler, resizer, redimensionner pour Oui. que ça soit compatible avec la taille d'affiche d'Arménopole. Il va envoyer, pas au ChatGPT, à Claude AI. Ok. Je vous dirai pourquoi Claude AI. Donc, il va envoyer automatiquement au Claude AI. Claude AI va analyser le contenu. Il va extraire l'information de manière structurée. Et il va reposter l'ensemble de l'information sur le site Arménopole. Derrière, vous avez juste besoin de vérifier l'information, parce que derrière, après l'IA, il faut que l'humain revérifie l'information. Vous lisez, si tout est bon, il va automatiquement remplir la date, la description, l'organisateur, l'adresse, le pays, la région. Il va automatiquement tout remplir. Derrière, vous vérifiez l'information, ou vous cliquez sur sauvegarder, et votre annonce est prête pour être affiché ou communiqué. Donc, et pourquoi on a choisi à l'époque Claude AI? Parce qu'on a fait tout un benchmark sur ChatGPT, Mistral, Claude, DeepSync, Gemini, je ne l'avais pas fait à l'époque, mais on a fait tout un benchmark pour savoir quel est le meilleur support qu'on pourrait avoir pour l'arménien occidental. Ça, malheureusement, les moteurs de AI ne supportent pas super bien, comme l'anglais ou le français, c'est tout à fait naturel pour eux. Ils ne sont pas assez entraînés, ils n'ont peut-être pas assez de sources. Bravo. On Oui. a eu la semaine dernière d'ailleurs l'interview d'un chercheur qui utilise l'IA pour décrypter, analyser les manuscrits anciens arméniens en arménien occidental, oriental. Et il disait qu'en effet, il n'y a pas assez d'entraînement de l'intelligence artificielle sur l'arménien pour l'instant, mais ça va venir. On espère en tout cas. D'ailleurs, ce que je disais à Gop aussi, tu entraînes un peu Claude avec ça pour qu'il puisse mieux reconnaître. Donc, on a utilisé Claude AI pour avoir le meilleur support de l'arménien, de l'arménien en général. Voilà. Maintenant, en revenant sur l'IA, l'IA n'est pas juste utilisé pour télécharger une affiche, mais également il est utilisé pour développer le site. Aujourd'hui, il y a déjà depuis 18 mois, la plupart du code line d'évolution de site est fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Nous développons également utilisons également l'intelligence artificielle pour structurer les posts Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Nous utilisons également l'intelligence artificielle directement sur ChatGPT pour pouvoir donner plus de visibilité, améliorer l'expérience utilisateur. L'expérience de nos utilisateurs. J'entends Henri, je vois Henri écouter attentivement, je sens que le partenariat avec IPFM est en bonne voie. Alexis, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette aventure entrepreneuriale, de cet agenda en ligne Je pense que c'est décisif ce passage à l'IA parce que ça permet de rendre les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides et surtout de rien louper. Non, c'est quand même manuellement que vous mettez ces événements. Enfin, pour la recherche des événements, comment vous faites? Alors, d'abord, c'est pas nous qu'on est en train de publier les événements, c'est les organisateurs, Oui. l'association, qui eux-mêmes viennent et postent oui. les événements. C'est vrai qu'au début, quand on a lancé en 2018, le site n'était pas connu.
Donc on a lancé en avril, comme Lydie disait tout à l'heure, exprès parce qu'il y a pas mal d'événements concernant la commémoration des génocides des Arméniens. On s'est dit la dimension internationale, communiquer sur sur les génocides des Arméniens, c'est quelque chose d'important. C'est à ce moment-là, c'est nous qu'on était en train de publier les événements commémoratifs. En revanche, maintenant, aujourd'hui, surtout dans les pays comme la France, les États-Unis, le Canada, dans les pays où la plateforme est déjà connue, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui publient leurs événements. Ouais. Nous, on ne fait pas une recherche spécifique. Ça leur permet aussi de suivre la visibilité de leurs événements, d'y intégrer aussi... on l'a fait récemment en bouton d'inscription. Ça leur donne une liste de participants pour prévoir combien de personnes va venir. Donc, d'où l'intérêt, en fait, comme je disais, de mettre cette plateforme au profit de deux types d'utilisateurs, donc les organisateurs et ceux qui cherchent à participer à des événements arméniens. Donc voilà, si vous avez une association, une structure, que vous êtes un artiste arménien, que vous avez un événement prochainement, vous savez où est-ce qu'il faut aller maintenant, Arménopole, soit le site internet ou l'application, pour mettre en ligne votre événement, 250 à 1000 visiteurs par jour, 110 000 visiteurs par an. Donc il n'y a plus qu'à finalement. Merci beaucoup Lilith et Agop d'être venus nous présenter Arménopole et rendez-vous tous sur arménopole.com dès la fin de l'émission. Merci Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On va remonter le temps maintenant avec Alexis et sa chronique historique sur donc le seigneur, appelons-le le seigneur Constantin Ier. On est fin 11e siècle et pour se mettre petit à petit dans l'ambiance, je vous propose qu'on écoute un morceau de Rupen Harverdian. C'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu as choisi ce morceau ? Eh bien, déjà parce qu'il s'appelle Rupen, oui. Et que Constantin Ier est de la dynastie des Rupénides. Son père s'appelait Rupen. Rupen Ier, j'y avais consacré une chronique en tout début d'été d'ailleurs, justement. Et j'ai découvert très récemment ce musicien donc, qui appartient au courant de la chanson barde avec la guitare, la voix, et où l'essentiel repose sur le texte poétique, et ça me plaît beaucoup. On écoute donc Ça Yerevanne de Rupen Harverdian et juste après, vous saurez tout sur Constantin Ier de Cilicie. A tout de suite sur IPFM. Inces canganel, inces himar, jepito carazel. Sarevanne, aiste dutannes, urkes pasumen, derkes gişerin. Urkam sirumen, kamay hoyumen, yer pişetnumen, an hişelin.
կանգնել Չես հիմար ժպիտով կարացել Սա տոպոցը կյանքի դպրոցը Ուր քեզ հիշում են դեռ չեն մոռացել Սա տոպոցը կյանքի դպրոցը Ուր քեզ հիշում են դեռ չեն մոռացել Մեկն ինձ հիշել է, նա ինձ հուշել է անհուշելի Բայց արդեն ուշ է, հուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կես գիշերի Բայց արդեն ուշ է, հուշը մշուշ է, սերը քնքուշ էր կես գիշերի Sur IPFM 99.5, vous écoutez La Parenthèse sur IPFM, l'émission de la jeunesse arménienne sur les ondes d'IPFM. Quelle belle balade avec Rupen Kharverdian, Sa Yerevanne. Merci Alexis pour cette découverte. D'artifice particulier, simplicité harmonique, simplicité rythmique, tout dans la musique, la voix, savouré. C'était Rupen Kharverdian. On va continuer avec la Rupen Attitude, puisque tu vas nous parler d'un seigneur qui fait partie de la dynastie des Rupenides. Son père s'appelait Rupen Ier et lui c'est Constantin Ier. On est en Cilicie au XIe siècle. Qui est donc ce personnage ? Eh bien, tout à fait. Eh bien, après la chute du royaume arménien et de sa capitale Ani en 1045, après la défaite byzantine de Manzikert en 1071 face aux Turcs seldjoukides qui s'installent durablement en Anatolie, l'Arménie semble vouée à disparaître. Nous sommes à la fin du XIe siècle, comme tu l'as très bien rappelé. Des familles, des nobles et des soldats prennent alors le chemin de l'exil et trouvent refuge en Cilicie, dans les montagnes du Taurus, sous la conduite d'un certain Rupen Ier, comme tu nous l'as rappelé. J'y ai consacré ma chronique en tout début de vacances d'été. Qu'est-ce qu'on retient de cette chronique d'ailleurs ? C'est que là où tout aurait pu s'éteindre, un embryon d'État va pourtant renaître dans ces montagnes du Taurus. Constantin Ier, 1050-1102, est l'héritier de Rupen Ier. Il va transformer la survie initiée par son père en projet politique et devenir le bâtisseur de la Cilicie arménienne à la croisée des mondes byzantins, latins et musulmans. Cilicie, pour situer géographiquement, on est vers Adana, le sud de la Turquie. Dans les montagnes du Taurus, sud de la Turquie, nord de la Syrie actuelle, dans une région qui est assez escarpée en termes de relief. Avec des montagnes inaccessibles. Des montagnes inaccessibles, ce qui permet de faire des forteresses inaccessibles aussi. Et les forteresses vont être un point d'ancrage du pouvoir. Voici donc l'histoire de celui qui releva un nouvel État arménien, là où personne n'en attendait plus, finalement. Alors, comment introduire l'histoire de Constantin Ier ? Je propose de partir d'un événement fondateur. Nous sommes dans la forteresse de Vaka en 1097, en plein automne. Vaka, donc, se trouve dans la province d'Adana, au sud de la Turquie moderne, dans les montagnes du Taurus. On est vraiment au cœur de l'Arménie cilicienne. Les montagnes du Taurus, il faut imaginer, en plein automne, sont balayées par le vent. Il faut imaginer une forteresse sombre, haute, avec le bruit du vent, et une poignée de nobles arméniens qui se rassemblent autour de Constantin, fils de Rupen. Un émissaire croisé vient d'arriver. On est en pleine première croisade. Les croisés sont en marche vers Antioche. Ils exigent alors le libre passage, mais aussi des vivres et des guides. L'alternative pour Constantin, eh bien, elle est brutale. Refuser et faire face à une armée colossale, même si elle est affaiblie, ou accepter et se rendre dépendant. Eh bien, il flaire le bon coup.
il comprend que la Cilicie se trouve à un tournant. Depuis la chute du royaume arménien bagratide et la défaite de Manzikert, les Arméniens ont trop souvent été privés d'initiatives politiques. Eh bien, ici, à Vakka, Constantin décide qu'il va désormais la produire, cette initiative politique. Alors il prend une décision. Il va aider les Francs. Mais cette alliance n'est pas un acte de foi. C'est un pari politique. Et depuis 20 ans, Arméniens et Byzantins se méfient l'un de l'autre. Depuis Manzikert, Byzance n'est plus en mesure de protéger la région. Les Seldjoukides, eux, n'offrent qu'une alternative de soumission. Les croisés deviennent donc une sorte de troisième levier. L'alternative, une opportunité inattendue. Mais un partenaire utile, finalement, qui trouve sur sa route un peuple chrétien, mais qui est libre de son choix. Il les Le avait peuple identifiés arménien. clairement comme chrétiens. Tout à Ils se fait. comprenaient entre eux déjà à ce moment-là. Alors, se comprenaient entre eux, il y a des interprètes, mais oui, ils sont identifiés comme chrétiens, et c'est pas un hasard si Constantin s'appelle Constantin, Oui. justement, c'est qu'on est dans un espace, on est en plein espace byzantin, et c'est une façon, vis-à-vis des autres interlocuteurs de la région, de se montrer comme des souverains chrétiens. D'accord. Voilà, en filiation avec Byzance, parce que quand on dit Constantin, on pense évidemment à Constantin le Grand. 4e siècle. Oui, exactement. Bravo. Donc, les choix de Constantin s'expliquent par le contexte dans lequel il agit. Et là, en 1097, on est dans le contexte de première croisade. Les croisés sont épuisés, ils sont affamés, ils ne connaissent pas le pays. Constantin y comprend l'occasion historique. Le chroniqueur Matthieu d'Édesse, qui est une source pour l'histoire de l'Arménie médiévale tout à fait intéressante, et notamment pour le royaume arménien de Cilicie, nous rapporte que Constantin leur fournit des vivres, des chevaux et des guides. Ce geste est donc un coup politique. En soutenant les croisés, Constantin affaiblit les Turcs et contourne Byzance. Et de cette façon, il se rend indispensable aux Latins en pleine croisade. Selon l'historien Claude Mutafian, c'est ce qu'il appelle une alliance lucide. Une alliance qui redonne aux Arméniens une existence diplomatique. Lorsque Constantin accueille, on a cet épisode représenté ici, Tancrède de Hauteville, il le fait avec tout le faste et en signe d'alliance. Et là, cette scène qui est représentée, qui date de 1097, est le moment où vous voyez une clé. Ici, il tient une clé. Constantin lui remet les clés de la ville de Tars. Alors, ville de Tars qui a été conquise par les croisés aux Turcs, mais une ville qui est peuplée majoritairement d'Arméniens. Donc, c'est une façon symbolique d'alliance de remettre cette clé aux croisés. Donc, un geste très fort. D'ailleurs, c'est l'image qui représente Constantin Ier sur Wikipédia. Tout à fait. On n'en a pas vraiment d'autres. Ici, c'est une image qui est tirée du roman de Godefroy de Bouillon et de Saladin, qui date de 1330-1350, donc on est bien postérieur aux faits qui sont relatés. Il y a une part de mythologique, de mythique là-dedans, si j'ose dire. On ne sait pas exactement si les faits se sont passés de cette façon, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres sources que Matthieu d'Édesse pour raconter ça. Donc qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? C'est que d'abord, il montre que l'alliance arméno-latine n'est pas subie, puisque là, il a un peu l'initiative. Constantin, il ne courbe pas l'échine, il négocie, il flaire un coup politique. Donc, les Arméniens reprennent de l'initiative politique. Ensuite, il devance Byzance, qui revendiquait la Cilicie, mais qui était incapable de l'occuper solidement. Donc, il crée un espace politique, là où les Turcs reculent, et là où les Byzantins ne sont pas suffisamment puissants pour rester présents. Quand on parle de Turcs, là, c'est les Turcs seldjoukides. Okay. Tout à fait. Enfin, il offre aux croisés un soutien logistique et territorial sans lequel leur progression vers Antioche aurait été bien plus ardue. Donc, les Francs trouvent en Constantin non un vassal oriental, mais un allié chrétien qui contrôle une terre, une armée et des forteresses. Et ça, Jackpot. Un allié qui contrôle des forteresses, c'est pas mal. Donc, Constantin Ier sort la Cilicie du statut de refuge et il ouvre un espace politique entre Byzance et les croisés.
C'est ça qui est l'idée importante. C'est ça qu'il y a à retenir. Il ouvre un espace politique entre Byzance et les croisés. Donc, cet épisode de Tarse, il n'est pas anecdotique, parce qu'il officialise la Cilicie comme un partenaire et non comme une province à soumettre. Mais, pour durer, pour contrôler un État, il faut contrôler la terre, il faut contrôler le territoire. Le tout, c'est pas de rester dans sa forteresse. Et, justement, eh bien, une alliance ne suffit pas. Constantin va alors verrouiller un triangle territorial stratégique. Il va asseoir son assise territoriale. Vaca va être sa capitale et son refuge montagnard. Marash va contrôler le nord et Anavazra va dominer les plaines et les routes commerciales. Donc, on s'appuie sur 3 places fortes. D'un autre côté, on va parler d'une ossature du pouvoir roubénide autour d'une féodalité. Donc là, c'est Chenet et Dédaillan qui vont parler de ce contrôle territorial, de ce triangle territorial. Et puis, il y a la féodalité locale, organisée par Constantin. On est en plein Moyen-Âge, on est dans une période de féodalité, de seigneurs suzerains qui ont le pouvoir sur des vassaux. Et donc, il reconstitue ça. Il se constitue un réseau de fidélité territoriale de façon à contrôler la terre. Mutafian note, je cite, « Sous Constantin apparaît un premier embryon d'État féodal arménien en Cilicie, avec des terres, avec des vassaux et avec une administration naissante. » On ne parle pas d'administration centralisée, il ne faut pas non plus exagérer, mais embryon d'administration naissante. À cette époque-là, la Cilicie, c'est quoi? Est-ce que c'est un royaume? Est-ce que c'est non, un le territoire? royaume, il faut attendre 1198 pour que ça devienne un royaume. Okay. Roupen a fondé un embryon d'État. Un embryon d'État. Constantin forme un espace politique à part entière, une seigneurie, une entité seigneuriale au sein de l'Empire byzantin qui est totalement autonome. On peut parler de principauté si on veut absolument mettre un terme sur cette entité politique. Royaume, faut attendre Léon Ier en 1198. Bref, en tout cas, cette entité a tous les codes d'un État, parce qu'on a un centre qui est Vaca, on a des relais avec des forteresses et des seigneurs fidèles, on a tout de l'État féodal et on a même le réseau économique avec des routes qui vont vers la Méditerranée. La Cilicie, cette entité ne contrôle pas encore la Méditerranée, d'accès vers la Méditerranée, mais ça viendra un peu plus tard. La conséquence historique de tout cela, c'est que grâce à Constantin, la Cilicie passe donc de la survie à la construction et du refuge à la souveraineté territoriale. Ça, c'est la deuxième idée forte, c'est la question de la souveraineté territoriale. Constantin a désormais les moyens d'exister politiquement. Après les fondations politiques, eh bien, vient le temps des symboles. Et quand on construit un État, il faut des symboles. Il crée une identité politique claire qui a des symboles clairs. Mutafian voit dans l'action des premiers princes de Cilicie, notamment Constantin Ier, l'expression d'une double fidélité à la chrétienté latine, on l'a dit, par alliance, mais aussi à l'identité arménienne, par continuité nationale. En d'autres termes, je trouvais qu'il y avait une image assez jolie, un symbole assez joli pour résumer tout cela. On peut dire que c'est l'alliance entre le Ratchkar arménien et la croix latine. Ça aurait pu être une belle bannière. Voilà. Ce symbole exprime d'abord un projet. Arménien d'abord, chrétien d'Orient, allié d'Occident et souverain face à Byzance. Ça, c'est très important. Souverain face à Byzance. Pour durer, cette identité a besoin d'un pilier. Quel pilier est essentiel aux Arméniens? L'Église. Car l'identité ne se défend pas seulement par les armes, mais aussi par la foi. Donc, l'Église est le pilier du pouvoir roubénide. À ce titre, Constantin reconstruit des monastères et des centres religieux, notamment à Vaca, mais aussi à Gazdagon. Selon Gérard Dédaillan, qui a consacré sa thèse au pouvoir arménien dans le Proche-Orient entre le XIe et le XIIe siècle, donc là je le cite, la mémoire de Constantin Ier s'enracina très tôt dans une tradition monastique qui voyait en lui le fondateur providentiel du royaume cilicien, figure bénie par Dieu et soutenue par les prières des moines. Il ne le dit pas exactement comme ça, je résume un petit peu. En tout cas, il contribue ainsi à faire de la Cilicie un refuge spirituel pour les Arméniens déplacés.
cette politique de restauration ecclésiale, parce qu'on parle également de restauration ecclésiale, le mot n'est pas galvaudé, c'est bien une restauration ecclésiale, témoigne à la fois d'une volonté de légitimation de son pouvoir par la foi, mais aussi d'un souci de continuité avec la tradition monastique arménienne. Vous pouvez, si ça vous intéresse, il y a un magnifique article des cahiers de civilisation médiévale en ligne, Les Arméniens entre Grecs, musulmans et croisés, numéro 203 de 2008. On est à la page 392, donc ça c'est totalement visible en ligne, donc cahiers de civilisation médiévale. La conséquence historique, c'est que porté par la mémoire monastique, le pouvoir de Constantin acquiert une légitimité religieuse durable. Alors, la fin du règne de Constantin reste marquée par une incertitude chronologique. Matthieu d'Édesse situe sa mort en 1099, tandis que la tradition arménienne, rapportée dans la chronique du roi Étoum II, évoque 1102. À l'époque, on n'était même pas sûr des dates de décès, finalement. Oui, bah oui. Et donc, c'est ça qui est assez complexe. Donc, exactitude de la date de sa mort ou pas. En tout cas, il est inhumé à Gazdagon et Gazdagon devient la nécropole des Roupénides et un point d'ancrage de mémoire dynastique. Donc là encore, on a un marqueur étatique ici. Donc, vient alors le temps de l'héritage et cet héritage s'enracine. Comme l'écrit Claude Mutafian, à partir de 1120 environ, la Cilicie portait seule tous les espoirs arméniens. La dynastie des Roubénides assume alors ce rôle et les héritiers de Constantin prolongent l'œuvre qu'il a initiée. Tauros Ier consolide le pouvoir et préserve l'indépendance naissante. Léon Ier ouvre la Cilicie sur la Méditerranée en conquérant le littoral, donnant au pays une dimension maritime. Tauros II, au XIIe siècle, forge une armée permanente et cette montée en puissance culmine un siècle après Constantin, en 1198, avec Léon Ier qui reçoit la couronne royale à Tarse, faisant de la Cilicie un royaume reconnu. On retient que, pour conclure, si je peux avoir un mot de conclusion, Constantin n'a donc pas relevé l'Arménie sur sa terre d'origine, il l'a relevée là où elle était. Et c'est en Cilicie qu'il a sauvé l'idée même d'un État arménien. C'était un roi dont il fallait absolument parler. Finalement, alors, c'est pas un roi, pardon. Justement. Ça va rentrer. Communication is repetition. Donc Seigneur, prince. Appelons prince. Puisque c'est un peu l'élan de départ de la grande Cilicie arménienne, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et en fait, sans l'œuvre de Constantin, cette couronne n'aurait jamais trouvé de terre où s'ancrer finalement, puisque lui a créé un ancrage territorial. Bien, merci beaucoup Alexis. On rappelle que tu es toujours en train de faire ta thèse sur une partie du Moyen-Âge, un peu plus tard en l'an 3300, 15e siècle. 15e siècle. Donc tu es très bien placé, tu es professeur d'histoire également en lycée et études supérieures. Merci à chaque fois pour tes chroniques de qualité. Je ne connaissais pas moi-même Constantin Ier de Cilicie. Je connaissais le grand empereur Constantin, mais merci de nous l'avoir présenté. Alors, les Constantins gagnent à être connus. J'en connais un qui est à la maison, Constantin Sefer, qu'on salue, on lui fait des batchik et des pattouk. C'est son fils. Qui écoute son papa. Voilà. Il croit que je parle de lui. Quand je répétais la chronique, il dit « Pourquoi il parle de moi, papa ?» Je pense que tu as choisi ce prince aussi pour faire le petit clin d'œil, en plus du fait que tu avais déjà commencé à parler de la Cilicie arménienne. J'ai commencé ma série sur les Roubénides. Voilà. Tout à fait. Bien joué. Merci beaucoup Alexis. Vous retrouvez cette émission en podcast, comme je vous l'ai dit, sur Spotify dès demain, la parenthèse sur IPFM. Et pour conclure l'émission, on va refaire un petit tour sur Arménopole, sur l'application cette fois-ci, pour vous présenter l'agenda. Donc je vais aller en direct pour vous sur l'application Arménopole. D'ailleurs, Agop, tu voulais remercier d'autres personnes qui sont impliquées dans le projet, qui ont permis à Arménopole d'exister, dont ton neveu Narek qui développe l'application. Exactement. L'application que tu es en train d'utiliser aujourd'hui, c'est développée par Narek Telatinyan, qui a développé l'application. J'aimerais remercier également Hampik Telatinyan avec son entreprise Aclor, qui nous a offert gracieusement dès le premier jour de l'infrastructure dont Arménopole avait besoin et a besoin aujourd'hui, parce que les besoins ont évolué depuis. Et j'aimerais également remercier Yervan Terachian qui a designé ce logo.
Donc voilà. Donc merci beaucoup de me donner l'occasion de les remercier. Voilà, si vous cherchez quelqu'un pour faire votre logo, Hervan Terachian, c'est bien ça? Exactement. Très bien. Bon, alors, j'ai trouvé un événement. Donc, c'est le fameux concert de la chorale Sipan Komitas que j'avais évoqué en début d'émission. Ce sera le 22 novembre à 20h30. Le concert s'appelle D'hier à aujourd'hui. Et c'est un hommage à Garbis Aprikian qui nous a quittés l'année dernière. La billetterie est déjà ouverte. Donc, 22 novembre à 20h30, ça se passe à l'église Notre-Dame d'Alfortville, 46 rue Louis Blanc à Alfortville, juste à côté de la mairie. Voilà. Ensuite, on a un événement pour les fins gourmets, la Mante Party du Jans Club. Donc, si vous aimez bien cette spécialité culinaire arménienne, rendez-vous le 7 novembre à 20h au Jans Club. C'est dans le 14e, 5 avenue Rey. T'es déjà allé au Jans Club, Agop ? Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et les meilleurs plats arméniens sont au Jans Club. Et enfin, le concert de Tata Simonian, ça fait plusieurs semaines qu'on vous le rappelle. Ce sera au théâtre de Longjumeau le 8 novembre à 20h. Il reste encore quelques places si vous voulez le voir en concert. Il vient rarement en France, donc c'est une des rares opportunités de pouvoir le voir et de s'ambiancer sur des Anabadi, Areb, Anabadi. Toujours Et- d'actualité. En effet, de tous les mariages, toutes les soirées arméniennes. Quant à nous, la parenthèse, on se retrouve la semaine prochaine, le 1er novembre, même heure, même fréquence, midi 99.5. En attendant, Paria Forjak, nous on va aller chez le restaurant Tonir qui vient d'ouvrir à Alfortville pour se faire peut-être des menteux, on verra, on va choisir sur place. Bachik, Paria Forjak, Pat Kutner, c'était la parenthèse sur IPFM, merci, ciao ciao.